Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui on sera en direct depuis la mairie d'Asnières-sur-Seine. Comme chaque année, l'installation de la crèche fait polémique. Notre reporter Timothée Delem sera aux côtés du maire Manuel Aeschlimann. Lutte contre le narcotrafic. L'exécutif a promis de livrer une bataille sans merci contre les narcotrafiquants. Une lutte menée aussi du côté de l'Italie. Quelles leçons peut-on tirer de nos voisins transalpins? Élément de réponse avec Jacques de Saint-Victor. Pour terminer cette émission, on prendra le large. Dans son dernier récit, le grand reporter Cyril Hofstein nous embarque à bord d'un chalutier pour une campagne de pêche. Un récit sensible avec les derniers forçats de la mer. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Allez, pour commencer cette émission, on prend la direction d'Asnières-sur-Seine où nous attend Timothée Delem, le reporter du Figaro TV. Timothée, vous êtes en compagnie du maire d'Asnières-sur-Seine, Manuel Aeschlimann. Oui, tout à fait. Bonjour Anne-Emmanuel, bonjour à tous. On est effectivement avec le maire d'Asnières-sur-Seine, Manuel Aeschlimann. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir ici dans ce hall de la mairie d'Asnières devant la crèche de la Discorde. C'est comme ça, je crois qu'on peut l'appeler. La voici d'ailleurs, cette fameuse crèche donc. Et c'est vrai que chaque année, le débat revient sur ces installations de crèches. Les chrétiens ont-ils le droit de voir leur crèche installée à l'intérieur des mairies, dans le hall des mairies? Certains invoquent le non-respect de la laïcité. D'autres, comme vous, invoquent le respect des valeurs culturelles, des traditions également ici dans cette mairie. Plusieurs associations et des élus également d'opposition vous reprochent l'installation de cette crèche, avec notamment un déféré laïcité qui avait été annoncé de la part du sénateur communiste Pierre Ouzoulias, l'un de vos opposants ici. Plusieurs recours ont été déposés. Première question d'abord, où en sont ces recours ? Alors, premier point quand même pour répondre à ce titre crèche de la Discorde. La Discorde, pas pour tout le monde, puisque les Asniéroises et les Asniérois sont ravis effectivement qu'il y ait une crèche, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, agnostiques, athées, et chacun vient la voir. Parce que, évidemment, c'est simplement un rappel que Noël, c'est la naissance du Christ et qu'à partir de là, la crèche a toute sa logique aussi. Et on va y revenir, effectivement, on va revenir sur les raisons qui vous ont poussé à installer cette crèche. Mais c'est vrai qu'on a envie de savoir si cette crèche va rester là ou pas, finalement. Alors, on en est, il y a une décision de justice qui vient de tomber ce matin, suite à un référé de la Ligue des droits de l'homme, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et le tribunal administratif a considéré qu'il y avait urgence à retirer la crèche et donc à la sortir de l'hôtel de ville, alors que pour le même type de problème, la même saisine, le tribunal administratif de Montpellier, le tribunal administratif de Lyon considèrent qu'il n'y a jamais eu urgence sur ces questions-là. Nous, on est tombé sur un tribunal qui considère qu'il y a urgence. Donc il y a une vraie insécurité juridique dans le pays, puisque selon la ville où on est jugé, il y aura urgence, il n'y aura pas urgence. Nous, le tribunal de Cergy-Pontoise a considéré qu'il y avait urgence, donc on doit sous astreinte effectivement déplacer la crèche. Donc vous nous en faites l'annonce ce matin, vous allez devoir retirer cette crèche. C'est le tribunal administratif, une décision judiciaire donc qui l'exige. Vous parlez d'urgence, ça veut dire que vous avez quoi, un délai de 24 heures, 48 heures pour la retirer? 24 heures, rien que ça. Alors, c'est effectivement un référé, comme son nom l'indique, et un référé suspension, donc par la Ligue des droits de l'homme. La juge a considéré que, effectivement, le fond du débat serait jugé dans plusieurs mois par le tribunal administratif, mais qu'en attendant, il s'agissait dans l'urgence de retirer la crèche comme contraire à l'ordre public et comme conforme au statut de la Ligue des droits de l'homme. Ça fait des semaines qu'il y a des débats dans les médias, par médias interposés. Vous avancez chacun vos arguments sur les réseaux sociaux également. Finalement, donc, la décision a été prise de retirer cette crèche. Vous, depuis le début, vous dites non, moi je veux laisser cette crèche ici dans ce hall de la mairie. Vous allez devoir donc finalement céder quelque part. Comment réagissez-vous à cette décision ? Alors, nous, depuis 11 ans, on met la crèche à l'hôtel de ville.
Et pour nous, c'est important parce que je le disais tout à l'heure, c'est simplement un rappel de l'origine religieuse de Noël. C'est pas seulement une fête commerciale, mais c'est aussi la naissance du Christ. Donc c'est juste un rappel historique. Et tout ça est très rassembleur. Je le disais aussi en début d'interview, mais toute confession religieuse confondue, les uns et les autres l'acceptent, l'approuvent et le valident. Mais effectivement, il y a une minorité d'extrémistes de la laïcité qui veulent en découdre et qui vont jusqu'au bout, qui saisissent la justice, qui le plus souvent leur donne raison. Donc voilà, nous on prend acte effectivement de cette décision, même si elle est désagréable et surtout inquiétante quand même pour la suite des événements dans notre pays, parce que à force de grignoter petit à petit les valeurs historiques et religieuses de la France, il ne va plus en rester grand-chose. Donc nous, on va se conformer à cette décision à partir du moment où la juge a considéré qu'il fallait mettre une astreinte financière. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire c'est 100 € par jour tant qu'on ne déplace pas la crèche, à partir de demain. Bon. Et moi, je ne veux pas faire payer aux Agnérois un quelconque tribut financier à ça. Voilà. Moi, c'est la limite que je me suis fixée, c'est-à-dire qu'on tient bon jusqu'au bout, jusqu'à la limite où on nous demande de l'argent en compensation. Parce que moi, je ne veux pas que ce soit effectivement les fonds publics, l'argent public qui serve à payer les choses. Donc on va tout simplement, et très simplement, vous voyez là, elle est là, il y a la vitre, on va juste la déplacer de 5 mètres de l'autre côté. Vous allez donc la disposer à l'extérieur du hall de la mairie, c'est cela? Ben oui, c'est ça, on va la mettre à l'extérieur du hall de la mairie. Comme ça, les Agnéroises et les Agnérois pourront venir toujours aussi nombreuses et aussi nombreux. De jour comme de nuit, ils n'auront pas besoin d'attendre les heures d'ouverture de la mairie pour venir la voir. Et puis voilà, bon, on peut en sourire ou s'en émouvoir, il n'en demeure pas moins que ces atteintes petit à petit par des extrémistes au nom de la laïcité, c'est pas ça la laïcité pour moi. La laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est le respect des religions. C'est pas d'essayer de mettre des gens dans un trou de souris et de les éradiquer petit à petit du paysage religieux, du paysage culturel. Or c'est ce qui arrive petit à petit avec ces associations-là. C'est dommage, mais on en prend acte parce qu'on respecte la décision de justice. Qu'avez-vous envie de dire justement à ces fameuses associations qui ont juridiquement remporté cette bataille et qui réussissent aujourd'hui à vous faire retirer cette fameuse crèche à laquelle vous teniez tant? Alors elles ont remporté juridiquement, elles n'ont pas remporté la bataille de l'opinion publique. Hein. La bataille de l'opinion publique, elles l'ont déjà perdue depuis bien longtemps. Et on le voit localement avec tous ceux qui viennent voir cette crèche, je le disais tout à l'heure. J'ai rien envie de leur dire de particulier, moi je les connais, hein, ces gens-là. Alors il y en a effectivement qui sont des militants politiques, comme le communiste qui nous attaque tout le temps. Là vous faites référence à Pierre Ouzoulias, qui est l'un de vos opposants ici politiques, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Oui, et puis il y a des opposants militants, locaux aussi, politiques, de différents partis de gauche et d'extrême gauche. Bon. Et puis l'association Libre Pensée ou l'autre association encore. J'ai rien de particulier à leur dire, sinon le fait que pour moi, mais ils s'en fichent, hein, c'est du vrai dévoiement du principe de laïcité. Parce que, encore une fois, la laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est d'éviter tout prosélytisme. Bon, or ici, on ne fait pas de prosélytisme. Quand les musulmans, les juifs ou d'autres viennent voir la crèche, ils ne ressortent pas de la mairie en devenant catholiques comme ça. Donc franchement, c'est un faux procès, et c'est ce que j'ai juste envie de leur dire, mais je pense que ce n'est pas ça leur problématique. Je pense qu'ils ont une approche très politique, très extrémiste, et qu'ils essayent effectivement de faire leur réputation et leur renommée sur des attaques en justice de cet ordre-là. Est-ce que c'est de l'entrisme catholique que de vouloir installer sa crèche dans le hall de la mairie? C'est ce dont vous accuse le fameux sénateur dont nous parlions à l'instant, Pierre Ouzoulias. Oui, c'est ça. À nous, à tout ça, on parle vivre ensemble, on parle respect des gens, des religions, et c'est vrai que lui, mais ses amis aussi, hein, ont une approche très très clivante et très agressive du sujet, en accusant effectivement d'entrisme catholique. Ben non, l'entrisme catholique, d'abord ça n'existe pas à ma connaissance, et la loi n'a pas été faite pour ça, quand on parle d'entrisme. Et puis par ailleurs, il n'y a pas de prosélytisme, je le disais. Donc il y a simplement un rappel historique, objectif, neutre, sans plus. Mais effectivement, ça gêne ces gens-là qui veulent gommer petit à petit les racines chrétiennes de la France, quoi. C'est leur objectif, donc petit à petit, ils y arrivent. Alors je voudrais qu'on parle très précisément quand même, parce que juridiquement, cela peut poser question. Les arguments
qu'utilisent, qui sont ceux de vos opposants, sont ceux effectivement du respect de la laïcité, notamment de cette loi de séparation des églises et de l'État 1905, qui affirme notamment que l'État ne reconnaît, ne subventionne aucun culte, qui parle de la neutralité, qui consacre la neutralité également des services publics. Et en ce sens, eh bien, ça exige quand même une certaine distance de la part des bâtiments publics avec les dispositifs qui ont une référence religieuse. Que répondez-vous à ces arguments ? Que effectivement, quand il s'agit de célébration, on est bien d'accord. Mais là, il n'y a aucune célébration. Il y a simplement, je le disais, un rappel historique. Noël, c'est la naissance du Christ, et la naissance du Christ, c'est la crèche. Voilà. Donc, quand il s'agit de faire un décor de Noël pour une fête de Noël, pour un marché de Noël, et d'inviter les habitants à ça, il est normal aussi que dans le cadre de ce décor, ni plus ni moins, il y a une crèche. Je pense que les choses sont beaucoup plus simples que ça. Donc on n'est pas sur de l'atteinte à la laïcité, on n'est pas sur de la revendication religieuse, on est juste simplement sur une chose que chacun peut apprendre dans les livres objectivement. C'est-à-dire que vous ne considérez pas que l'installation d'une crèche dans une mairie, dans le hall d'une mairie, porte atteinte à la neutralité du service public, ou en tout cas de la personne publique de la mairie? Non, alors ça serait à l'année. En permanence, ça serait discutable, et je dis pas. Mais là, à l'occasion de Noël, pendant 15 jours, pour rappeler que Noël, c'est la naissance du Christ, je ne vois pas en quoi, effectivement, c'est un principe d'atteinte, vu que ça n'est que temporaire et que c'est juste historique et explicatif. Est-ce que vous avez pu échanger avec vos opposants, justement, avec ces fameuses associations, avec vos opposants politiques également, sur ce sujet depuis le début de la polémique ? Non, ils sont très véhéments, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup d'agressivité, donc c'est quand même difficile d'échanger avec des gens qui sont agressifs. Il m'arrive d'échanger avec des gens notamment de gauche, mais qui ont une approche humaniste, alors avec lesquels on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça peut arriver. Il y en a beaucoup d'ailleurs qu'on connaît qui sont des humanistes de gauche qui approuvent sans difficulté le fait qu'on rappelle que Noël c'est la naissance du Christ. Mais vous avez aussi une gauche extrémiste, là qui n'accepte pas le débat et qui est dans l'invective dès qu'on essaye de discuter. Donc c'est dommage, mais il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Une autre décision de justice, cette fois-ci de la Cour administrative d'appel du tribunal de Versailles, enfin de la Cour administrative d'appel de Versailles, vous a pour le coup donné raison récemment. Il s'agissait d'un éditorial que vous aviez publié ici dans le cadre de vos fonctions de maire en 2023, si ma mémoire est bonne, dans lequel justement vous évoquiez effectivement les origines chrétiennes de Noël. Vous aviez été attaqué en justice pour cela. Le tribunal vous a donné raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression qu'il y a une forme de Noël bashing finalement? Ouais, au-delà de Noël, je pense que ces individus qui attaquent systématiquement veulent grignoter, effacer une partie de l'histoire du pays. Alors on parle des racines chrétiennes de la France, mais au-delà de ça, je veux dire que ça se joue là-dessus, mais ça se joue aussi sur certains anciens chefs d'État, sur certaines personnalités historiques, que ces gens-là veulent aussi voir déboulonner de là où elles se trouvent. Donc c'est une espèce de révision de l'histoire de France, de l'histoire du monde en général d'ailleurs. Mais vous avez l'impression, le sentiment que c'est la religion catholique qui est visée tout particulièrement? Par ces gens-là, oui. Par ces gens-là, oui, nécessairement, puisque c'est vraiment leur obsession, ils en sont que là-dessus. Quand on a rappelé effectivement dans le journal municipal que Noël c'était la naissance du Christ et que j'avais mis une photo de crèche, aussitôt les communistes s'y sont attaqués, ils sont allés devant le tribunal administratif, ils ont perdu. Comme vous l'avez dit, devant la cour d'appel administrative, ils ont perdu aussi, et donc on nous a donné raison sur le fait de rappeler que Noël était une fête chrétienne et que la crèche est un symbole tout à fait acceptable. C'est pour ça d'ailleurs que c'est particulier que la justice le valide dans le journal municipal, mais qu'elle l'invalide dans le hall de la mairie, quoi. Vous voyez, il y a des nuances. Je parlais de cette insécurité juridique tout à l'heure, on est en plein dedans. C'est-à-dire on ne sait pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis en fonction du tribunal, en fonction du support. Bon, il faudrait qu'un jour il y ait une autorité qui dise au moins les choses et qui ait le courage de dire les choses. Est-ce que justement, parce que cette polémique va revenir encore une fois l'année prochaine, l'année d'encore après, etc. Ça revient en fait tous les ans, cette histoire de crèche ou pas dans les mairies. Et les deux arguments finalement se font face sur le respect de la laïcité d'une part, sur la tradition culturelle de l'autre. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la loi, il faut clarifier les choses?
Il faut clarifier les choses parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans les Hauts-de-Seine par exemple, aucun maire ne pourra mettre une crèche dans sa mairie parce que sinon il aura un référé puisque le tribunal administratif de Cergy visiblement valide ce type de référé. Voilà. Alors qu'un maire qui veut le mettre du côté de Montpellier ou de Lyon pourra le faire parce qu'il sait que le tribunal rejette ce genre de référé. Voilà. Donc il y a du deux poids deux mesures, c'est pas sérieux. Donc il faut qu'à un moment le droit soit dit par une autorité. Vous, j'allais dire à titre personnel, vous avez tenu, vous vous êtes engagé pour que cette crèche puisse être installée ici, même si elle va devoir être déplacée. Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Ce qui me pousse à faire ça, c'est simplement un respect historique, comme je le disais tout à l'heure, d'abord de ce qu'est Noël. Moi, j'ai toujours effectivement connu Noël avec la crèche, avec le rappel de la naissance de Jésus. Je ne conteste pas l'aspect commercial de Noël, c'est sympa, c'est une fête familiale, enfin tout le monde se retrouve et c'est bien. Mais c'est bien aussi de temps en temps de rappeler l'origine réelle des choses. Donc moi c'est cet objectif-là, voilà, ni plus ni moins. Je ne suis pas un militant religieux, je ne suis pas là à vouloir faire du prosélytisme. Je rappelle simplement des choses pour donner des cadres aussi aux gens qui ne sont pas nécessairement au courant de tout, et puis pour remettre aussi les choses en place en disant que la fête commerciale à tout craint, allons-y, mais quand même il y a des valeurs qui sont défendues dans ce cadre-là, et que même si tout le monde ne doit pas nécessairement les partager, c'est bien de les rappeler, juste un rappel. On lit également dans la presse que vous avez, face à cette polémique, à l'origine, hésité justement à installer cette crèche et songé peut-être à y renoncer. Est-ce que c'est vrai? Non. Là, les médias qui ont expliqué ça n'ont pas compris. Jamais, je n'ai jamais hésité à ça parce que ça fait 11 ans qu'on la met la crèche, donc on n'allait pas hésiter à la remettre. Simplement, on était en réflexion avec les équipes, ça c'est sûr, pour savoir quel serait le plan B en cas de condamnation en référé sous astreinte. Et donc on a mis 5 ou 6 jours effectivement à travailler ce plan B, ce qui a été fait, mais on n'a jamais hésité, non, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Merci Monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis ici dans le hall donc, de la mairie d'Asnières-sur-Seine avec cette fameuse crèche. Je parlais tout à l'heure de crèche de la discorde, crèche qui en tous les cas va donc être déplacée, c'est ce que vous nous annoncez à l'instant. Cette crèche qui va donc être déplacée à l'extérieur du hall de cette mairie d'Asnières-sur-Seine, donc suite à cette décision, ce référé liberté qui a donc été publié ce matin par le tribunal administratif de Cergy. Merci Monsieur le maire de nous avoir accueillis. Voilà Anne-Emmanuel ce que l'on pouvait dire à propos de cette polémique autour de l'installation de la crèche ici dans la mairie d'Asnières-sur-Seine. Merci Timothée Delem, vous étiez accompagné pour les images de Camille Jaïr qui était à vos côtés. Bonjour Jacques de Saint-Victor. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes historien du droit, écrivain, essayiste. On vous lit aussi chaque semaine dans le Figaro littéraire. Je vous ai invité, Jacques, aujourd'hui sur le plateau de Point de Vue parce que vous connaissez très bien les mafias italiennes. Vous avez écrit un essai à ce sujet, un essai qui est réédité, qu'on va voir à l'écran, Mafia et pouvoir. C'est chez Gallimard. Et dans la lutte contre le narcotrafic que mène la France, j'avais envie que vous nous expliquiez quelles leçons on pouvait tirer de l'exemple de l'Italie qui, elle aussi, mène ce combat. Avant de démarrer ça, je vous ai présenté comme historien du droit. Alors, évidemment, ma première question, c'est comment un historien du droit est amené à s'intéresser à cette question des mafias? Alors, d'abord, on peut être historien du droit et historien du pouvoir, justement, et moi, je me suis d'abord intéressé aux mafias en me disant que ça permettait d'expliquer une partie, parce qu'en Italie, mafia et pouvoir sont hélas intimement liés, enfin, l'ont été et peuvent parfois encore l'être. Et puis, d'autre part, le hasard de la vie a fait que moi, j'ai une maison dans une des petites villes qui a été la place forte de la 4e mafia italienne, qui s'appelle la Sacra Corona Unita, qui est la mafia des Pouilles. Et donc, si vous voulez, pour ces deux raisons, j'ai été confronté à ce phénomène mafieux dont j'ai tout de suite perçu, mais ça fait depuis 2004. Donc, je permettrai d'ailleurs de souligner à quel point on a un retard considérable en France, parce que depuis 2004, on aurait dû se préoccuper de cette question, au travers notamment d'une loi qui s'appelait la loi Perben II, qui nous aurait permis de gagner au moins 20 ans. Vous voyez, bon, j'y reviendrai si vous voulez. On va y revenir, bien sûr. Mais ça m'a permis de comprendre, si vous voulez, comment fonctionnait un système qui
Moi, c'est pas le crime organisé en tant que tel m'a jamais vraiment passionné. Je ne dirais pas comme le général de Gaulle que ça n'a rien que de vulgaire et de subalterne, mais c'est pas vraiment mon intérêt. Mais ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que derrière ces questions mafieuses, c'est la question de la démocratie et la question du pouvoir qui est en cause. Et donc, contrairement à ce qui était l'attitude de la plupart de nos élites françaises, quand il y a encore quelques années, je leur parlais de ces questions et qui les traitaient avec un certain mépris, je leur disais non, c'est une question non seulement importante, mais cruciale pour l'avenir de nos démocraties. Et aujourd'hui, heureusement, mais après 20 ans de retard, on y est. Et les gens commencent un peu à comprendre que cette question n'est pas du tout une question secondaire de crime organisé banal, si vous voulez. Qu'est-ce que vous observiez à cette époque dans la ville, dans la région d'Épouy dans laquelle vous habitez et où vit... Oui, je vis une partie de l'année. Si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point, d'abord, les gens sont tous très mobilisés sur cette question mafieuse. Le tournant en Italie s'est opéré au milieu des années 90. Jusqu'au milieu des années 90, l'Italie était comme la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question mafieuse, on ne s'y intéresse pas, ou en tout cas, on met la poussière sous le tapis, et on préfère dire que vous aviez en Sicile dans les années 80 un slogan qui était très drôle, c'était « La mafia, c'est une question de communistes » et ça n'existe pas en réalité. Bon. Et puis, l'explosion de tous les grands crimes que vous connaissez, l'assassinat du préfet Dalla Chiesa en 1981, puis ensuite, surtout l'assassinat du juge Falcone en 1992, sans compter le nombre impressionnant d'assassinats de juges, de journalistes, de policiers, enfin bref, de toute une partie de la société et ça a permis une mobilisation de la société civile. Je pense que ça, c'est l'élément essentiel qui a fait basculer l'Italie de l'ignorance ou du déni, parce que un des drames français, c'est aussi beaucoup le déni, notamment le déni d'une partie de nos élites intellectuelles, à une prise de conscience qu'il fallait vraiment se mobiliser contre ce phénomène qui était plus dangereux que le phénomène terroriste. La mort du général Dalla Chiesa a été très symbolique. Pourquoi ? C'était celui qui avait gagné contre les Brigades Rouges. Le général Dalla Chiesa, c'était celui qui avait mené les terroristes des années 70. Donc on le pensait vraiment le préfet le plus puissant qui soit. Et il fait à peine 100 jours à Palerme et il est éliminé par la mafia. Et là, il y a eu une prise de conscience. C'est un choc. Que la mafia, c'était vraiment un phénomène très, très dangereux et peut-être plus dangereux que le terrorisme, qui est très spectaculaire, mais qui, au fond, ne corrode pas de l'intérieur nos institutions démocratiques. Alors que la mafia, c'est vraiment une atteinte quasiment journalière à la réalité de ce qu'est la démocratie. Parce qu'au fond, on peut toujours dire, oui, la démocratie continue à exister, etc. Mais si derrière les fonctionnements réels de cette démocratie n'existent pas et sont contraints par la corruption, par le monde du crime, eh bien, vous avez une devanture avec derrière rien, une devanture vide, si vous voulez. Bon. Donc ça a été évidemment intéressant de voir que les Italiens se sont très mobilisés contre la mafia. Et il y a une expérience que j'ai beaucoup discuté avec le maire communiste qui a été à la fois dans les années 90, celui qui a lutté contre cette emprise mafieuse sur cette petite ville, et puis ensuite qui est revenu après, la victoire relative. Hein. Il ne faut pas non plus chanter cocorico tout de suite, mais disons qu'il a réussi à redimensionner la question mafieuse. Alors je lui demandais, mais comment ? Parce que c'est à la fois une note d'espoir et vous allez voir une note d'inquiétude pour nous. D'abord, il me dit, par la culture. Ça peut paraître bizarre, mais par la culture, parce que les mafias, un de leurs éléments les plus forts quand on a vraiment affaire à des mafias, c'est qu'ils ont un contrôle capillaire du territoire. C'est-à-dire que les mafias contrôlent tout. Dans cette petite ville, dans les années 90, il y avait couvre-feu, donc couvre-feu mafieux. On ne sortait pas la nuit, c'était contrôlé grosso modo par les mafias. Elles procédaient évidemment aux rackets de tous les commerçants, le pizzo. Elle procédait à des enlèvements dès que vous aviez un peu d'argent ou que vous viviez sur un train qui leur permettait peut-être de vous repérer et surtout de vous racketter, là aussi. Et puis, au fond, elle faisait régner un ordre mafieux. Alors certains se disent, bah oui, l'ordre mafieux, c'est très bien. Ben non, c'est pas bien du tout l'ordre mafieux, parce que c'est un ordre qui est contrôlé par les mafieux, pas par l'État. Et donc, la culture, me disait ce maire, c'est-à-dire la culture, beaucoup de représentation théâtrale, beaucoup de
procession, oui, le rôle de la religion aussi, très important. C'est une façon de reprendre un territoire aussi, reprendre le territoire, montrer que sur ce territoire, ce n'est pas seulement la mafia qui domine. Vous voyez, alors je ne sais pas comment on peut réintroduire de la culture dans les quartiers nord de Marseille, ça c'est un autre débat, mais en tous les cas, pour cette petite ville, ça a été la première étape, la culture qui a redonné, si vous voulez, une confiance dans les habitants. Ce n'est pas les mafias qui dominent le territoire. Et puis, ajoutait-il, et je précise que c'était un homme de gauche, et puis il m'a dit, évidemment, d'abord et avant tout, la répression, la répression, la répression. C'est-à-dire qu'il était en ligne directe avec le procureur de Lecce, qui s'appelle Cataldo Motta, qui est un peu... Il n'est pas connu en France, mais en Italie, c'est un peu l'équivalent du juge Falcone dans les Pouilles. Et ce juge Falcone, me disait-il, ce maire, il avait son numéro de téléphone direct, et dès qu'il y avait le moindre incident, il appelait tout de suite, et il descendait avec ses carabiniers. Il y avait des actions, on ne laissait rien passer. Rien passer, mais une réactivité. Une réactivité absolue et surtout rien passer, y compris dans des détails. Me donner un exemple que je n'ai même pas imaginé que ça puisse être important. Par exemple, le moindre enterrement ne pouvait pas se faire dans la pompe à laquelle les mafieux justement prétendaient, parce que c'est encore une manière de dire c'est nous qui contrôlons le territoire. Donc donc les enterrements mafieux devaient se faire à 6h du matin, dans la discrétion, et si ce n'était pas le cas, eh bien on intervenait. Là actuellement, parce que les mafias existent toujours encore un peu, mais elles sont, je vous l'ai dit, redimensionnées. Eh bien par exemple, ils traquent les comptes Facebook. Si sur Facebook, le chef de clan se met en avant, montre qu'il a énormément d'argent, qu'il va dans les plages les plus riches, où le lit coûte 1 000 € par jour, etc., eh bien, on intervient pour clore ce compte. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un travail terrible de tous les jours, mais néanmoins, c'est vraiment, là, je peux en témoigner, parce que ça a marché et ça a redonné à cette petite ville, un climat tout à fait paisible qu'elle n'avait plus depuis maintenant, qu'elle n'avait pas eu pendant 20 ans. Revenons en France. L'assassinat de Mehdi Kessassi le 13 novembre dernier. C'est le petit frère du militant anti-narcotrafic Amine Kessassi. Est-ce que vous diriez que ça a marqué un tournant, un point de bascule dans ce qui se passe en France ? Espérons, mais... Espérons. Dans la prise de conscience, vous voulez dire ? Oui, espérons dans la prise de conscience que ça ait marqué un tournant. J'ai quand même noté que la manifestation qui avait été réunie à l'appel à Marseille n'a pas non plus été un très grand succès. On dit autour de 6 000 personnes, ce qui est rien à l'échelle d'une ville comme Marseille. Et ça, c'est très révélateur de ce que, justement, j'ai pu connaître en Italie jusque dans les années 95-96. Quand il n'y a pas de mobilisation de la population, de la société civile, on est et on reste dans ce qui est le plus dangereux pour l'État et pour les citoyens honnêtes, on reste dans la culture de l'illégalité. C'est-à-dire, au fond, c'est les mafieux qui triomphent, ils font peur, ou pour d'autres raisons, l'indifférence, je ne sais, on ne se mobilise pas. Et au contraire, l'Italie a réussi à sortir de cette gangue mafieuse quand on a fait gagner ce que l'on appelle la culture de la légalité. Alors c'est très compliqué à expliquer. Qu'est-ce que c'est la culture Oui, voilà, parce que évidemment tout le monde croit que c'est un truc banal du genre le respect de la loi. Non, la culture de la légalité, c'est quelque chose de beaucoup plus important, qui est d'essayer de faire prendre conscience que l'importance, c'est de respecter l'État et ce que je appellerait le bien commun. C'est-à-dire qu'il faut que dans tous les actes quasiment de la vie quotidienne, on ne privilégie pas ce qui est la facilité et le crime, et au contraire, on revalorise ce qui est jadis, pour vous et moi, quelque chose de banal, mais le respect de la loi, mais pas seulement de la loi au sens strict, mais de tout ce qui correspond, si vous voulez, à une vie normale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il faut bien comprendre que dans les zones mafieuses, l'État n'est pas regardé comme vous et moi, nous le regardons. L'État est considéré comme une bande adverse. Et donc, qu'il vient perturber l'existence de cet univers mafieux dans lequel baignent toutes les populations, y compris, hélas, celles qui aspirent à vivre le plus normalement possible et le plus légalement possible. Et donc, il faut au contraire montrer que ça, c'est pas normal. Il faut arriver à faire comprendre que cette culture de l'illégalité, eh bien, elle n'est pas
conforme à ce que un État normal doit pouvoir imposer sur son territoire. Ça veut dire que, par exemple, il faut évidemment combattre toutes les manifestations de cette illégalité. Par exemple le racket. Le racket est devenu quasiment, dans certaines zones, banal. Et en Italie, on a commencé à vraiment prendre conscience qu'il fallait lutter contre les opérations de racket. C'est ce qu'on a appelé les opérations anti-pizzo. Vous avez des manifestations contre le racket, vous avez des associations contre le racket, les associations anti-pizzo. Bref, déjà, ça permet aux commerçants de se dire... Il y a des soutiens, ce n'est pas normal que je paye le racket à telle ou telle organisation. Alors évidemment, au début, c'est dangereux. Parce que on peut imaginer, comme par exemple à Marseille, que peut-être les gens ne sont pas sortis parce que les gens ont peur. Alors, on ne peut pas vraiment leur reprocher. Non, bien sûr qu'on peut jamais, et on ne peut jamais demander à des populations qui vivent sous un contrôle mafieux d'être des héros. Parce que qui sommes-nous pour leur imposer ce genre de choses? Mais on peut en revanche essayer de pousser, les organisations politiques, les organisations syndicales, les organisations associatives, à revaloriser tout ce qui relève de cette culture de la légalité. Par exemple, ça peut aussi se poser la question du trafic, de la drogue, de la consommation de la drogue. Il y a une vision positive, genre tolérante après tout, et puis il y a au contraire une vision beaucoup plus ferme en disant non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas que la drogue, on peut y revenir après. Il y a notamment tout ce qui relève du regard que l'on peut porter sur les institutions judiciaires. Et là, ça touche la gauche comme la droite, c'est-à-dire respecter les institutions judiciaires malgré tout. Alors, il faut qu'elles le soient aussi respectables, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en France. Je pense au mur du con du syndicat de la magistrature, ça c'est à bannir. Mais un discours trop sévère constamment sur les institutions judiciaires nuit aussi dans ces zones mafieuses, à cette culture de la légalité. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà du simple respect de la loi. Et il y aurait tant d'exemples. Est-ce que, d'après vous, les pouvoirs publics, désormais, ont vraiment pris la mesure du phénomène? Et pour revenir sur la consommation de cannabis, Emmanuel Macron, qui était hier mardi à Marseille, a annoncé une augmentation de l'amende forfaitaire passant de 200 à 500 euros. Alors, c'est des bonnes pistes? Alors, je pense que d'abord, il faut sortir de l'idée que c'est parce qu'on va dépénaliser le cannabis, même pour certains la cocaïne, qu'on va résoudre le problème du crime organisé. Ce sont deux questions différentes. On peut discuter de la question de la dépénalisation pour des raisons de santé publique. Ça, c'est pour pouvoir avoir une drogue plus, disons... propre, entre guillemets. Oui, voilà. Bon, mais c'est pas le débat. C'est surtout ça que j'essayais de dire dans cette tribune du Point. C'est pas le débat. Ça n'est pas ça qui va nous résoudre la question du crime organisé. Donc, éliminons-le comme réponse, notamment dans cette culture, justement, de la légalité dont je vous parlais. C'est certainement pas ça qui doit être la réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture de l'excuse, quoi. Ce n'est pas la réponse. Je pense que les pouvoirs publics, depuis la loi de juin 2025, ont quand même pris conscience qu'il y avait péril en la demeure et qu'il fallait faire vraiment des choses. Je crois que la commission sénatoriale qui avait été menée sur le narcotrafic a été vraiment le tournant. C'est-à-dire que là, on a vu des magistrats à Marseille qui ont témoigné devant le Sénat et qui ont dit on est quasiment dans une narcoville. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, une narcoville? Parce que quand on dit narcoville, ça ne veut pas dire qu'il y a du narcotique partout. Ça veut dire que les organisations criminelles ont peut-être maintenant désormais la prise de la ville. Alors, ça reste à définir, mais c'est quand même le procureur de Marseille qui l'a dit, et aussi le président du tribunal judiciaire de Marseille. Donc ça, c'est des choses vraiment très importantes, parce qu'on se rend compte à quel point c'est arrivé à gangréner l'essentiel du tissu politique, économique, social d'une ville. Donc là, il y a eu une prise de conscience. Vous avez remarqué que la prise de conscience n'était pas partagée par tous. Le ministre de la Justice de l'époque, M. Dupond-Moretti, avait sermonné les magistrats pour leur avoir, et en leur reprochant d'avoir dit la vérité devant une commission sénatoriale. Là, on est dans la culture non pas de la légalité, mais justement, au contraire, la culture du déni, la culture de l'aveuglement, enfin, ce qu'on voudra. Et ça, c'est terrible, vous voyez, parce que ça, quand les plus hautes institutions montrent le mauvais exemple, alors là, c'est catastrophique. Bon, visiblement, heureusement, cela a changé. Maintenant, je pense qu'il y a à peu près unanimité en France autour de ça. Il reste un point noir, enfin,
plusieurs points noirs en France. D'abord, on sort de 20 à 30 ans, je vous ai dit, de politique de déni. Ça laisse des traces. Il y a encore... Vous connaissez beaucoup de travaux de haut niveau sur la question de la criminalité organisée en France ? Pas assez à vos yeux? Non, dans les années 90-2000, quand moi je travaillais sur ces questions en Italie, en France, il n'y avait quasiment rien. Et les seuls travaux qui existaient de la part de certains sociologues, c'était des travaux du déni. C'est-à-dire, non, c'est un discours qui est répressif, c'est pour favoriser au contraire la répression. Donc c'était vraiment un sujet, soit on ne s'y intéressait pas, soit c'était un sujet douteux, suspect. Bon, ça c'est probablement terminé, et c'est une bonne chose, mais... on attend de voir les résultats, donc on a perdu beaucoup de temps. Et puis, il y a un deuxième point, je voudrais souligner, si on a encore 5 minutes, c'est le fait qu'il y a une autre dimension qu'on n'a pas du tout traitée de l'exemple italien, que maintenant on ne méprise plus. Au contraire, maintenant, vous avez vu, c'est devenu l'exemple, alors qu'avant, il y a eu les Italiens. Eh bien, c'est la question de l'infiltration politique. Et ça, dans la loi de juin 2025, ce n'est pas du tout évoqué. Or, vous savez qu'en Italie, il y a la possibilité de dissoudre un conseil municipal pour infiltration mafieuse. Eh bien ça... La France devrait bien s'inspirer. Dans la perspective des municipales de 2026, je pense que ça pourrait être un élément qui mériterait vraiment une base de réflexion. Merci Jacques de Saint-Victor pour ces éléments de réflexion et d'expérience autour des mafias et du narcotrafic. Je rappelle donc la réédition de votre livre, Mafia et pouvoir. Et puis je signale aussi votre dernier ouvrage, Les loups de Tanger, chez Calman Lévy. C'est un roman historique sur les débuts de la French Connection. Il m'a été recommandé par un téléspectateur de Point de Vue, Grégoire, qui nous regarde souvent depuis la Haute-Savoie avec Colette. On les salue au passage. Merci d'être venu en direct sur le plateau de Point de Vue. Le grand reporter du Figaro Magazine, Cyril Hofstein, a embarqué à bord d'un chalutier avec un équipage de marins le temps d'une campagne de pêche au large. Dans un récit sensible, il raconte un quotidien au rythme harassant où le danger est présent chaque minute. La preuve, encore dimanche dernier, un équipage d'un chalutier a dû être secouru après avoir échoué. Bonjour Cyril Hofstein. Bonjour Anne-Emmanuel, ça va ? Ça va très bien, ravi que vous soyez là en direct sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine et vous êtes également écrivain. Vous signez ce très beau récit Haute Mer, les derniers forçats de la pêche. C'est aux éditions Artaud avec des sublimes, et on en parlera tout au long de cette interview, des très beaux dessins de Marie Détré. Alors avec justement Marie Détré, vous avez embarqué dans un chalutier pour vivre une campagne de pêche au large. Des marins pêcheurs ils ont été faciles à convaincre de vous embarquer, vous et Marie Détré? Alors, c'est pas toujours évident, effectivement, de rentrer dans ce milieu-là, mais on est tombé sur un armement extraordinaire qui s'appelle l'armement Cherbourgeois, qui est tenu par un couple, David et Sophie Leroy, qui ont dit oui tout de suite. Ils nous ont fait confiance. Pardon, Cyril, oui. Armement, qu'est-ce que ça signifie, armement? Un armement, c'est, dès qu'on parle d'un bateau, on dit armer un bateau, que ce soit pour la marine de guerre ou la marine marchande, on arme un bateau, et donc l'armement du bateau, c'est à la fois... l'équipage, les subsistances de l'équipage, etc., etc. Qui sont ces marins avec qui vous avez partagé ce quotidien? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu les présentations, Cyril Hofstein? Tout à fait. Alors, ils étaient 5. Il y avait un patron pêcheur. Le patron pêcheur, c'est l'équivalent du capitaine. Patron pêcheur qui avait plus de 25 à 30 ans de mer à son actif, passé par l'école des pêches. Un mécano, ancien légionnaire, Jean. Qui lui vivait son avant-dernière campagne de pêche. Donc après notre départ, il avait une marée à faire, c'est-à-dire une saison encore, enfin
une rotation, si on voulait dire, en mer, et après il prenait sa retraite. Un Bosco, qui lui venait de Saint-Va, en Normandie, dans la Manche, et qui lui était un ancien de la SNSM, donc la Société nationale de secours en mer. Et enfin, deux anciens clandestins, et qui avaient été clandestins en Espagne, parce qu'ils avaient quitté tous deux le Sénégal à bord de pirogues, traversant l'Atlantique dans des conditions absolument invraisemblables et très dures. L'un était calier et l'autre cuisinier et matelot. Alors, vous avez vécu une semaine, hein, c'est ça, de pêche 6 jours, 5 nuits. 6 jours, 5 nuits. Dans le jargon du métier, on appelle ça faire un trait à chaque fois qu'on pêche, Alors, c'est ça? un trait, c'est le moment où on met à l'eau le filet. Ça, c'est le trait. Fameux chalut. Le fameux chalut, effectivement. C'est vrai que c'est un monde avec un vocabulaire assez technique. Il y a le vocabulaire de la marine, le vocabulaire de la mer. Mais c'est ça qui est assez beau aussi dans votre récit, parce que vous nous faites voyager aussi à travers ces mots, je trouve. Ah, alors, il y a un lexique quand même pour ceux que ça pourrait rebuter, mais oui, effectivement, on a essayé d'être le plus près de la réalité de ce monde-là. Oui. Alors racontez-nous, parce qu'évidemment, le moment de grande tension, c'est justement le moment où on jette, c'est le terme, je ne sais pas, on lance, on file, on file le chalut, et puis il faut le remonter. Voilà. Ça, c'est un moment particulièrement dangereux. Il y a deux moments très dangereux. Enfin, en fait, il y a trois moments dangereux. Il y a le moment où on file le chalut, c'est-à-dire quand on le met à l'eau, et quand on le vire, c'est-à-dire quand on le remonte. Ouais. Et puis, il y a un autre moment dans le chalut, puisque théoriquement, une fois qu'il est à l'eau, le navire avance, le chalutier avance à petite vitesse. Et ça traîne son filet. Voilà, traîne son filet au fond. Il y a des instruments pour savoir un peu à quelle profondeur on est, ce qu'on fait, etc. Mais il y a un danger, particulièrement en Manche, qui est ce qu'on appelle la croche. La croche, c'est le moment où le filet se prend dans quelque chose au fond. Ça peut être un rocher mal cartographié, ça peut être une épave mal cartographiée, ou comme c'est arrivé en Bretagne, un sous-marin, probablement, comme celui qui est emmené par le fond du Galet de Braise. Donc c'est des moments... Il n'y a pas de moment sans danger sur un bateau comme ça, en fait. C'est tout le temps, le danger, il est tout le temps là. Le danger est permanent parce que dès qu'il y a des manœuvres de filets, il y a des gros câbles qu'on appelle les funes qui sont engagés, il y a d'autres cordages qui bougent dans tous les sens, il y a des puissances de moteurs qui sont tout le temps en train de jouer. Il y a aussi le accessoirement, risque, il y a la mer qui bouge aussi. Il y a la mer qui bouge, puisqu'effectivement, nous, on est partis, c'était en fin de tempête Kiaran, donc, qui était une tempête majeure qui avait déferlé sur l'ouest. Et donc, il y a toujours un moment, à la moindre inattention, il faut savoir que ça peut partir en drame. Et d'ailleurs, vous le rappeliez à l'instant, il y a un gros navire, un gros chalutier, ancien chalutier devenu palangrier, c'est-à-dire qui pêche à la ligne, le Fastnet, qui a été rabattu à la côte pour une panne de motorisation et dont l'équipage a été élitreillé par les gardes-côtes irlandais. Ça va très vite en mer, une fois que... Vous parliez des dangers, mais le danger principal, c'est de tomber à l'eau, c'est d'être blessé par... les chaînes, quel est le... Le danger principal, c'est effectivement tomber à l'eau. Oui, c'est les choses qui peuvent arriver. Dieu merci, c'est rare. Il faut savoir que dans ces conditions de mer-là, un homme à la mer, c'est presque une condamnation à mort. Oui, vraiment, c'est très difficile de retrouver quelqu'un. Non, le danger, il est dans le quotidien. Ça peut être à cause du mouvement du bateau, s'ébouillanter quand on fait la cuisine. Ça peut être se couper très profondément en ouvrant un poisson. On peut prendre sa botte dans un boot, c'est-à-dire un cordage qui traîne au sol, et puis mal tomber. Oui, c'est vraiment... c'est un métier où tout peut arriver, absolument tout peut arriver. On vit donc beaucoup de tensions à travers votre récit, on vient de le dire, cette tension autour de la pêche en elle-même, et puis il y a cette tension de trouver aussi du poisson. Ça, c'est vraiment l'obsession du capitaine Eddy, parce que ça a un certain coût, et bien sûr, ça a un impact aussi sur les revenus de chacun des membres de l'équipage. Absolument, pas de poisson, pas de salaire. Et pas de salaire, pas d'embarquement, pas de réembarquement. En fait, il faut savoir que c'est assez archaïque le système de la rémunération de la pêche, puisque chacun est payé suivant son rang et son rang à bord. Une sorte de pourcentage, selon, exactement. Sa position, c'est ça. On appelle les parts, en fait. Chacun a une part bien définie. Il y a la part de l'armateur,
l'armateur, c'est-à-dire le propriétaire du bateau, qui reçoit en moyenne 40% du produit de la pêche. Et puis, le capitaine, ça dépend des armements, mais le capitaine peut avoir une part, 2 parts, 3 parts, le calier une demi-part. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que même les absents ont leur part. Par exemple, quand quelqu'un dans l'équipage, si quelqu'un dans l'équipage est malade ou n'a pas pu venir ou est en vacances, il aura quand même sa part. Il y a ça aussi qui est intéressant. Sachant que l'intégralité des parts aussi doit être déduite du prix du gasoil. Et ça, le mazout, c'est un gros budget. C'est un énorme budget, ouais, parce qu'on utilise plusieurs milliers de litres. Effectivement, c'est un gros budget. C'est un sujet de mécontentement des pêcheurs, d'ailleurs. Dès que le mazout augmente, c'est un vrai sujet. Ouais. Vous parlez dans votre récit d'une époque qui est révolue. C'était une époque où tout le monde vivait au rythme des départs, des arrivées des bateaux. Un âge d'or révolu, c'est d'abord la faute au Brexit ? Non, le Brexit a effectivement changé un peu la donne, puisqu'il a réduit les zones de pêche, pour les Français en particulier, et pour tous les autres Européens. Mais non, l'âge d'or, il est révolu parce que le modèle de consommation de la pêche a changé aussi. C'est vrai que quand vous allez chez un poissonnier et que vous l'interrogez sur ce qu'il vend le plus, il va vous dire je vends du saumon et des crevettes. Donc du saumon d'élevage, élevé dans des conditions qu'on connaît, qui ne sont pas toujours les meilleures, des crevettes d'élevage qui viennent souvent du bout du monde et qui sont aussi élevées dans des conditions qu'on connaît. Il y a une espèce de perte aussi de sens dans la consommation du poisson dans notre pays, où on ne consomme plus de poisson de saison. On mange du saumon, du cabillaud et des crevettes. Et donc il y a une espèce de perte de sens dans le regard qu'on a sur le poisson. Donc ça joue aussi. Ouais. Et puis aussi le rapport coût d'une marée, vendre du produit de la pêche, ça a beaucoup changé, c'est sûr. Et puis, encore une fois, la grande difficulté, c'est trouver des marins. Les enfants de marins-pêcheurs ne se réengagent pas forcément. Ouais. Il y a un problème de main-d'œuvre. Il y a un vrai problème de main-d'œuvre. Le métier est dur, très dur. Ouais. Et ce qui arrive, ce qui provoque des situations où on embarque parfois un peu n'importe qui. Ouais. Des gens qui ne sont pas toujours qualifiés. On parlait des dangers qui existaient sur le bateau, les dangers de la pêche, les dangers de la mer. Et puis, il y a aussi parfois l'alcool et la drogue. Le bateau sur lequel vous avez embarqué, il s'appelle le Marie-Catherine II, c'est ce qu'on appelle un bateau sec. Oui, c'est un bateau sec, c'est-à-dire un bateau où il n'y a pas une goutte d'alcool. Alors, ceux qui connaissent le monde de la pêche peuvent ricaner. C'est assez rare, il faut le dire. Mais en fait... c'est officiel. Oui, c'est un bateau sec. Alors, rien n'empêche effectivement l'un des marins de mettre une bouteille à table s'il le veut, mais en règle générale, non, ça ne se fait pas sur ce bateau-là. Déjà, le capitaine lui-même, enfin le patron pêcheur, ne boit pas une goutte d'alcool. Mais c'est très important parce que il ne s'agit pas de morale là. Il ne s'agit pas de dire c'est pas bien de boire. Il s'agit juste de dire que la consommation d'alcool ou de stupéfiants ou de médicaments, comme c'est très souvent le cas sur pas mal de bateaux, c'est un risque majeur d'accident. C'est aussi un risque... où des vies sont en péril. Des vies sont totalement en péril. Tout le monde connaît dans le milieu de la pêche des anecdotes où un marin ivre-mort se jette en plein délirium très mince, se jette à l'eau. On me racontait une anecdote c'était un Polonais, bon voilà, il se trouve que c'était un Polonais, mais qui un matin, au lieu de se lever pour aller prendre son petit déjeuner, normalement, s'est habillé en tenue de ville, est venu voir le patron en lui disant « Écoute, je rentre... ma femme m'attend. » Et le patron le regarde et lui dit « Mais attends, qu'est-ce que tu fais là ?»« Non, ma femme m'attend. » Et le type enjambe le bordé et se jette à l'eau. On l'a jamais retrouvé. Ouais. Vous évoquiez les conditions évidemment très difficiles des marins à bord des chalutiers. Néanmoins, ces conditions de vie se sont améliorées. Considérablement. Il faut savoir que jusque dans les années 80, il y avait pas du tout d'abri pour le tri du poisson. Donc on faisait ça en plein air, sur l'avant ou sur l'arrière. Que le système de pêche, c'est un peu un détail technique, mais c'est pas complètement inintéressant. Autrefois, on pêchait de manière latérale, c'est-à-dire que le filet était mouillé ou viré ou filé depuis l'un des côtés du bateau. Donc ça donnait lieu à des risques d'accidents majeurs, puisque pour remonter,
on prenait ce qu'on appelle de la gîte, c'est-à-dire qu'on était vraiment... Ça faisait bouger le bateau. Ça faisait énormément bouger le bateau d'un côté plutôt que d'un autre. Là, on est sur des chalutiers pêche arrière, donc la puissance de traction est mieux répartie. Donc déjà, c'est un peu mieux. Mais en effet, oui, les conditions n'ont rien à voir. On mange chaud à bord, les couchages sont confortables. Mais ça reste difficile néanmoins. Par rapport à la vie quotidienne des autres Français, oui, c'est l'un des métiers les plus durs et encore une fois, le métier peut-être le plus dangereux qui soit. Oui, il y a une phrase dans votre livre que j'ai retenue: à la mer, le rythme cisaille les corps et les neurones. Oui, c'est vrai qu'il y a une répétition des tâches. C'est un travail répétitif, c'est un travail posté finalement, qui peut rappeler le travail en usine mis en scène par Charlie Chaplin, mais c'est surtout un travail où on dort peu, puisque on remonte le filet toutes les 3 heures. Donc toutes les 3 heures, la journée recommence en fait. Et on réitère les mêmes gestes et on refait les mêmes choses. C'est pêcher, mais c'est aussi trier les poissons. C'est ça. C'est aussi les conditionner. Hein. Exactement. Il y a tout ce travail-là. Oui, absolument, oui. Toute la pêche est récupérée, classée par espèce, par taille, mis dans des casiers, glacée et descendue en dessus. Alors je voudrais prendre quand même quelques minutes pour parler de Marie Détré, qui vous a accompagné pour ce livre qu'on retrouve. Donc c'est un récit illustré. On va en voir quelques images. Elle était à bord avec vous. Elle exerce ce beau métier, peintre officielle de la marine. Comment a-t-elle travaillé sur ce bateau ? Alors, Marie, effectivement, est peintre officielle de la marine. Vous savez, les peintres officiels de la marine, c'est un corps constitué de la marine nationale qui a été créé en 1830 et qui date de l'époque où la photo n'existant pas, il fallait pouvoir témoigner des campagnes, des missions. Enfin, on n'appelait pas ça des missions à l'époque, mais en tout cas, c'était les grands témoins de l'époque. Oui, Marie, on a eu le privilège d'embarquer ensemble. C'est pas la première fois qu'on embarque ensemble. On était sur d'autres bateaux tous les deux, et elle a travaillé sur le vif. Et donc, elle a dessiné sur le vif. Comment elle s'est organisée ? Elle a pris des croquis. Parce qu'avec le roulis... Elle était très organisée. Elle a pris quelques photos aussi, et elle a fait des croquis sur le vif. Et surtout, elle a fait comme on l'aurait fait n'importe quel autre journaliste. Elle s'est totalement intégrée à l'équipage, puisqu'elle a même mis la main à la pâte, si j'ose dire, en faisant des crêpes. Et non. La nourriture est très importante à bord. Ça, c'est un sujet l'alpha et l'oméga. Majeur. C'est l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, petite anecdote, il nous guettait au tournant quand on est monté à bord, sans savoir si nous allions avoir le mal de mer ou non. Bon, vous l'avez eu, vous, Cyril, ou pas ? Moi, j'ai la chance de ne jamais l'avoir eu, ce qui ne veut pas dire que je l'aurai jamais, mais en tout cas... le pied marin, plutôt. Jusqu'ici, j'y échappe. Mais ils nous guettaient au tournant quand même, ils sont taquins, ces marins-pêcheurs, puisque le premier repas, c'était des tripes. Donc, quand on n'a pas le cœur bien accroché... C'est un petit bisutage, peut-être, probablement pour voir à qui ils avaient affaire. C'est ça, un bisutage qui a duré, parce qu'après les tripes, c'était paupiette, et puis après, c'était foie de veau. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de cette immersion ? C'est le froid, l'humidité, l'odeur du mazout... Il y a le bruit du moteur aussi, c'est ça. Un chalutier, c'est le roulis des vagues, c'est ce rythme incessant, c'est ce sommeil entrecoupé. Alors, ce qui m'a frappé, il y a 2 choses qui m'ont frappé. C'est la résilience de l'équipage, même si je ne suis pas un grand fan de ce mot résilience, qui est galvaudé. Mais c'est la résilience de l'équipage, cette espèce d'acceptation volontaire et dynamique de son destin, qui, moi, m'a beaucoup marqué. L'autre chose qui m'a marqué, c'est le lien à la terre. C'est-à-dire que le temps où on partait sans des nouvelles, c'est fini tout ça. Il y a la radio, il y a la télé qui est présente. Il y a la télé qui est allumée en permanence. Alors, ils ne captent pas Figaro TV, c'est bien dommage, pas encore, mais ils sont en permanence, ils suivent en permanence les actualités du monde. Et donc, c'est à la fois un moment suspendu, mais aussi un moment où on se tient au courant. Une anecdote, je vais faire très vite. Au moment où j'étais à bord, il y a eu la bagarre à Crépol, qui s'est terminée par un drame. La mort de Thomas. La mort de Thomas à Crépol. Et ça a créé vraiment sur le bateau une très très grande émotion. Donc ils sont là, mais ils sont aussi absents. C'est ça, oui, effectivement, qu'on ressent à travers votre récit. C'est un monde à part, moins coupé de la terre ferme. Vous dites, la pêche, c'est un peu, ou c'est un des personnages qui vous le dit, la pêche, c'est un peu aussi un peu comme une double vie.
C'est exactement ça. Merci Cyril Hofstein. Un très beau récit, Haute Mer, les derniers forçats de la pêche. C'est aux éditions Artaud. C'est un récit très sensible et aussi tout à fait journalistique. Merci d'avoir été en direct avec nous. Point de vue, c'est fini. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un joyeux Noël, puisqu'on va se retrouver à la rentrée, de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.